Note que les deux pays seront bientôt interconnectés par des réseaux électriques grâce au projet Pirect lancé officiellement cette semaine à Yaoundé. Le quotidien Le Jour révèle que le Cameroun va exporter 100 MW vers le Tchad. Ce projet vise à améliorer l'offre, la fiabilité et l'accessibilité de l'électricité au Cameroun et au Tchad en contribuant au développement du marché de l'électricité en Afrique centrale. Parlant d'énergie, le barrage hydroélectrique de Natchegal sort la tête de l'eau. Les délais seront tenus, titre le quotidien Cameroun Tribune. Assurant ses retirés à une délégation de la Banque mondiale en visite sur le site du projet en présence des ministres camerounais de l'économie et de l'énergie. L'entreprise en charge des travaux a rassuré le vice-président de l'institution financière qui a injecté plus de 72 milliards dans ce projet. La Banque mondiale renforce ainsi le portefeuille de ses opérations au Cameroun, relève le quotidien L'économie. En visite de travail au Cameroun, Ousmane Diangana, vice-président de cette institution financière pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, a signé avec Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, 3 nouveaux accords de financement. Selon Cameroun Tribune, c'est près de 558 milliards de francs CFA à investir dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la décentralisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le parc de production de l'énergie électrique au Cameroun est assez dense. Selon des études scientifiques, il est réparti entre les centrales hydrauliques, thermiques, à gaz et les champs de panneaux solaires. Malgré tout, les coupures intempestives d'électricité sont constatées sur toute l'étendue du territoire, plongeant des villes entières dans le noir. Ce qui affecte, bien sûr, la santé économique et sociale du pays. En effet, des mesures de rationnement d'énergie imposées aux entreprises au profit des ménages ralentiraient l'activité industrielle et partant la croissance économique. L'actualité courante nous offre la possibilité de parler des délestages, du rationnement, surtout qu'en ce moment séjourne au Cameroun le fondateur et actuel directeur général de ILML. C'est une société anonyme au Sénégal. Il est également chairman de ILML Engineering en France, un conglomérat développant l'accès à l'énergie pour les moins nantis dans les régions ouest africaines. Scène de presse en profitant pour poser la question du déficit énergétique. Comment expliquer la persistance de ce phénomène? Un problème d'investissement ou de planification? Quel peut être l'apport de la production de l'électricité à l'aide de la technologie nucléaire pour les ménages et bien sûr pour les industries? Pour traverser le sujet, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Vincent Konjok. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites l'honneur d'être là. Vincent Konjok est ingénieur atomiste, transfuge de l'Agence internationale de l'énergie atomique, où il aura mis son savoir-faire au service de la construction des centrales électronucléaires dans le monde entier en dirigeant le développement des infrastructures nucléaires. Merci d'être venu. En face de vous, vous avez Jean-Pierre Efouba Onana. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Jean-Pierre Efouba Onana est journaliste, c'est un ancien de la CRTV, un senior de la scène médiatique camerounaise. On se souvient qu'il fut le premier à relater la catastrophe du lac Ignos, et c'était peut-être le point de départ de votre relation, de votre marche commune avec le journalisme des sciences. Oui, on peut dire ça. Le sort a voulu que cet événement malheureux qui fit beaucoup de morts ici tombe en travers de ma route. Je m'y suis mis. Et pendant une trentaine d'années, j'ai suivi le parcours depuis la catastrophe jusqu'à toutes les évolutions de la science pour essayer de trouver des solutions jusqu'à la solution du dégazage. 30 années se sont écoulées, j'en ai parlé, bon, je n'ai rien fait pour m'y retrouver, mais le sort a voulu que les choses se déroulent ainsi. Voilà. Merci de répondre à notre invitation et je finis la présentation par Francis Captué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ingénieur-chercheur de c'est Technopole Polytech, c'est ça? Oui. Technopole Polytech, c'est à Yaoundé. Merci également. Vous allez nous parler de votre solution qui peut permettre de mettre fin à cette question des délestages. Tout à fait. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission Scène de presse. L'énergie nucléaire est produite à partir d'uranium. Elle permet de nous connecter, de nous éclairer, de nous soigner, de faire fonctionner nos voitures, nos trains, nos bus, d'alimenter nos outils de production. Elle sert à produire de l'électricité qui est un bien de première nécessité pour les ménages, au même titre que l'eau. Malheureusement, l'image que la population retient de ce type d'énergie, c'est qu'elle n'est pas renouvelable. Par contre, elle produit des déchets radioactifs, fait appel à une méthode d'extraction de matières premières très polluante, une matière première fossile et donc épuisable, l'uranium. En plus, le risque d'accident nucléaire est très redouté.
À l'opposé de ce tableau sombre, il y en a qui disent que certains des avantages du nucléaire le rendent incontournable. Le nucléaire est par exemple la source d'électricité la moins émettrice du gaz carbonique. Le nucléaire permet de se débarrasser complètement des énergies fossiles. Le nucléaire produit une électricité bon marché. Pour dissiper les craintes, les angoisses, les malentendus, Vincent, vous êtes là avec nous. Vous qui avez une autorité dans ce domaine-là, est-ce que la technologie nucléaire est à la portée d'un pays comme le nôtre, à la portée des Camerounais? Ma réponse sera oui, parce que je crois que certains qui ont eu accès au nucléaire à fin des années 60, comme la Corée et autres, n'avaient pas, au niveau population, au niveau PNB et autres, n'étaient pas supérieurs au Cameroun. Donc la réponse serait oui. Maintenant, il est quand même nécessaire d'avoir une préparation appropriée et ils se sont donné les moyens d'avoir cette préparation-là. Et effectivement, et vous l'avez très bien mentionné, il y a beaucoup, je dirais, de considérations, de difficultés et de défis. Les déchets et autres. Et en réalité, toute source énergétique, c'est la balance entre les défis et les opportunités, voir si ces défis-là, qui peuvent être réels aujourd'hui, ne seront pas des opportunités demain, puisque les défis et les opportunités, c'est comme deux faces d'une même pièce. Effectivement, le nucléaire pourrait être une opportunité, mais à condition de bien travailler pour transformer la totalité des défis qu'on peut y rencontrer en opportunité. Alors, comment vous vous retrouvez dans ce domaine? C'est quand même, l'AEA, c'est pas donné à tous les Camerounais. On a du plaisir à vous avoir sur ce plateau. Comment vous vous retrouvez? Il y a des jeunes qui vous regardent, ils se disent, c'est le parcours scolaire, c'était une aventure engagée par les parents, on vous l'a imposé, c'était un choix personnel? Je dirais que c'est aussi une chance de tomber sur la bonne opportunité au bon moment. Mais ce que je voudrais dire, je suis peut-être un peu comme le grand frère ici, un pionnier, mais aujourd'hui, il y a d'autres Camerounais qui y sont. Donc ça veut dire que, je dirais, entre guillemets, la passe a été faite à d'autres. Et aujourd'hui, moi, j'étais parmi les premiers. Et après moi, il y a eu d'autres qui sont venus. Aujourd'hui, il y a plusieurs Camerounais qui sont à l'AEA. Mais je dirais que c'est un parcours, c'est une croyance, c'est une volonté de vouloir faire certaines choses et de voir un peu grand qui nous a amenés là. Et avec les chances et les aléas de la vie, on a pu avoir ce parcours et qui s'est aussi arrêté à une certaine époque. Et aujourd'hui, on est en train de faire des choses que personnellement, je trouve même beaucoup plus grandes que ce que je faisais avant. Alors, vu sous l'angle d'une solution alternative à la question qui est sur la table ce soir, la question des délestages, le nucléaire, affirme-t-on, est la source d'électricité bon marché, mais d'évoquer ainsi sans laisser une place à l'ambiguïté, et il faut peut-être déjà comprendre pourquoi les délestages persistent. Je pose la question à la fois à Jean-Pierre Efouba-Nana et à Francis Captuin. Ok, merci de me passer la parole. Je crois que à la question de savoir pourquoi est-ce que les délestages persistent, j'ai une réponse. Je disais tantôt que s'il y a eu ce phénomène de délestage, que nous connaissons tous, le fait de disposer d'une source et de la distribuer de façon séquentielle, c'est parce qu'il y a un manque, il y a un problème de quantité d'énergie. La quantité d'énergie disponible n'est pas suffisante. L'observation technique donne cette première hypothèse. Ok. Et bon, maintenant, je crois aussi simplement que si le problème persiste, c'est que, étant conscient du fait que il y a ce manque, chaque fois, on a certainement dépensé beaucoup d'argent sur beaucoup de choses en passant toujours à côté du scénario principal qui est à l'origine du manque. Et pour vous, le scénario principal, c'est quoi? Bon, ici, le scénario principal qui peut expliquer, n'est-ce pas, ce manque, c'est premièrement, est-ce que les infrastructures de production d'énergie au regard de la quantité de besoins est suffisante? Lorsque nous regardons par exemple un pays comme le Cameroun, nous avons une ville industrielle comme Douala, où il y a de la transformation de la matière première. Nous avons par exemple EDEA, qui est une ville où on produit, on transforme, on effectue le traitement, n'est-ce pas, de l'alumine pour extraire l'aluminium. Or, quand vous regardez par exemple, si simplement le secteur industriel peut demander le quintuple de la quantité d'énergie déjà disponible, et que ces sociétés, ces structures sont celles qui, de façon économique, peuvent permettre de faire vivre un pays, vous comprenez avec moi qu'on va les prioriser, n'est-ce pas,
au détriment des populations. Et oui, je vous coupe pas, mais la question je vous la pose. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est, on appelle ça les grands projets structurants, oui. Hein, la construction des barrages, il y en a des barrages hydroélectriques, il y en a beaucoup au Cameroun. On ne peut pas imaginer que les projets n'ont pas été suffisamment maturés, on n'a pas tenu compte de la demande, et puis on a fait ça au point où à un moment donné on se rend compte que la quantité d'énergie à offrir aux ménages n'est pas suffisante. Moi, oui. Oui, je voulais, avant de répondre, enfin, de donner des éléments de réponse à votre question, je voudrais d'abord, comme nous avons démarré l'émission sur le nucléaire, je voudrais vous-même vous avez bien dit dans votre introduction que c'est quelque chose qui est étrange à beaucoup de monde. L'imagerie populaire cantonne le nucléaire dans un coin qui n'est pas souvent le bon, qui n'est pas souvent compréhensible. On a un souvenir. Voilà, donc c'est pour ça que je vais parler sous le contrôle de Vincent en disant que nous sommes des vulgarisateurs, donc je vais dire ça en des mots que tout le monde peut comprendre. C'est vrai que le souvenir que tout le monde garde du nucléaire, c'est les 2 bombes atomiques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 6 et le 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki, 2 bombes américaines qui ont mis fin à la guerre. Et les gens sont partis, donc les gens le monde découvrait l'atome sous un jour complètement noir. Mais ce qu'on a oublié, c'est que l'atome a des applications que nous côtoyons tous les jours sans nous en rendre compte. Déjà, les Nations Unies, qui sont créées également à la fin de la guerre, créent un bras, une structure spécialisée qui s'occupe de l'énergie nucléaire qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, où Vincent a longtemps travaillé et dont le siège est à Vienne. Et l'AEA, en abrégé, a donc des correspondants dans des pays. Le Cameroun a mis du temps à créer, le Cameroun qui est membre de l'AEA depuis 1964, a eu du temps à mettre sur pied son agence nationale de radioprotection qui a été créée en octobre 2002. Voilà. Alors, la radioprotection, c'est quoi? Il faut dire que dans la nature, il existe des sources de rayonnement, que ce soit l'uranium, que ce soit le thorium, que ce soit le césium, que ce soit le potassium, et qui émettent des rayonnements ionisants. Des rayonnements qui, en pénétrant la matière, peuvent provoquer des dégâts. Donc, la protection, la radioprotection consiste donc à protéger et les êtres et les biens, et en même temps que l'environnement. Donc, quand vous allez à l'hôpital et qu'on on vous demande de faire une radio de votre bras, quand vous avez une fracture, on va faire une radio de votre bras, vous ne savez pas que c'est une source radiologique qui est dans la machine qui vous fait la radio et qui émet des rayonnements qui permettent donc qu'on voit votre os à travers la peau. Il y a d'autres applications, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans l'industrie le contrôle non destructif. Par exemple, quand on construit un barrage, on a élevé des murs avec du béton. On va s'assurer qu'il n'y a pas de fissures à l'intérieur des murs du barrage qui pourraient créer des fuites demain. On va faire une grande radiographie, exactement comme on ferait votre radiographie la radiographie de votre main. On fait une grande radio et on va voir la structure de l'intérieur. On appelle ça le contrôle non destructif. On n'a plus besoin aujourd'hui d'ouvrir votre valise pour voir le contenu. Votre valise passe à travers les rayons X et sur un écran, on voit tout le contenu de votre valise. Au port à Douala, un camion qui sort avec les marchandises passe à travers une structure, on voit tout le contenu du camion. Voilà les applications auxquelles nous ne faisons pas attention, dont nous ne sommes pas conscients, et qui sont effectivement les applications des sources ionisantes, mais cette fois-ci qui sont utilisées de manière contrôlée. Alors, je reviens donc à votre question. Le nucléaire, est-ce qu'on peut compter sur lui aussi chez nous pour maximiser la production de l'énergie. Et limiter l'effet des délestages. Et de limiter les délestages. On peut. Mais sauf que pour revenir à ce que Vincent a dit tout à l'heure, c'est un secteur qui demande beaucoup de préalables. Le préalable de la formation.
le préalable de l'acquisition du know-how, la gestion de ces ressources qui sont difficilement manipulables, la gestion des déchets. Parce que c'est une industrie qui produit beaucoup de déchets. Ce sont des déchets qui restent radioactifs pendant de longues années, voire des dizaines d'années, sinon des siècles. Bon, peut-être qu'on va revenir sur les solutions. Et dans ces solutions, on verra bien sûr que le nucléaire peut être une solution. Mais je voudrais qu'on explique encore davantage, qu'on nous fasse comprendre pourquoi, malgré les investissements colossaux, nous sommes aujourd'hui face au délestage, nous sommes face à un déficit énergétique au Cameroun. Je crois que c'est du fait que nous ne regardons pas les choses de manière holistique. Quand moi je parle de délestage, contrairement à beaucoup, je ne parle pas de délestage par apprentissage ou par études et autres. Je parle d'expérience. Je suis rentré en Afrique en 2015 et en vivant au Cameroun d'une certaine manière, je vis dans d'autres pays où j'ai vu les délestages exactement, voire même pire qu'au Cameroun. Et je peux donner des exemples, au moins un, où en 4 ans, le problème a été résolu. Parce que ce n'est pas un problème de production, ce n'est pas un problème de transport, ce n'est pas un problème. C'est un problème intégré qui prend en considération beaucoup de facteurs. Je vous donne un exemple. Le Cameroun a à peu près moins de 2000 MW de production aujourd'hui, avec 25% de perte. Par là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui le font. 25% de 2000, ça fait combien de mégawatts? Donc il suffit simplement qu'on réduise de 10% ces pertes, on a déjà au moins 200 mégawatts de plus. Donc le problème de la production, même s'il est réel, ce n'est pas le plus grand problème. Et les pertes viennent d'où? Je voulais y arriver. C'est le système? Je voulais y arriver. On a maintenant le transport d'énergie. On nous dit, oh, c'est des problèmes de transport. On a construit des centrales. Vous voyez immédiatement qu'en construisant des centrales, ça n'a pas résolu le problème, loin de là. On nous dit, c'est le transport d'énergie. Effectivement, on peut réduire ces 10%. Mais le transport d'énergie apporte l'énergie d'un point à un autre. Après, cette énergie doit être utilisée. Et cette utilisation, c'est quoi? C'est nos maisons, c'est nos industries. Je vous donne juste un petit point que les gens ne regardent pas énormément. Les installations intérieures, par exemple. Il n'y a aucun cadre réglementaire établi approprié qui fait le contrôle des installations intérieures. Il suffit simplement, on voit des incendies dans des marchés, on voit des incendies dans des maisons. Il suffit qu'on ait des problèmes à ce niveau, ça va faire claquer les transformateurs. Et si les transformateurs sont claqués, vous n'avez pas d'électricité. Ça, c'est un. Je prends un autre exemple, très petit, et qui cause des problèmes. Les poteaux électriques en bois. Je connais des pays comme le Vietnam où des poteaux vont faire 30 ans, 40 ans. Ici, 3 ans, les poteaux ne sont plus effectifs. Je rappelle que vous êtes un ancien de la SONEL. Un réseau. À l'époque, on avait quand même des poteaux en béton et puis on a migré, on ne sait pas pourquoi. Un poteau qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Non, le problème n'est pas le poteau en bois. Le problème est la qualité du poteau en bois. En travaillant dans le nucléaire, j'ai participé avec d'autres à développer une approche pour l'absorption d'une centrale nucléaire. Et on identifie à peu près 19 considérations, parmi lesquelles les considérations liées au rayonnement qu'on ne retrouve pas dans l'électricité normale et autres. Et il nous restait à peu près 13-14 considérations. Même l'aspect financier. Est-ce qu'aujourd'hui on a des mécanismes optimaux ici qui permettent de financer les infrastructures énergétiques de façon convenable? La réponse est peut-être pas. Alors voyons un peu la division du travail dans notre secteur de l'énergie. On a l'impression qu'il y a trop d'acteurs qui se font marcher dessus. Vous avez Eneo, EDC, vous avez AEL, Sonatrel, et effectivement le risque de se faire marcher dessus est élevé. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Ça ne pas la planification du travail, les objectifs et tout? Il est important de noter que vous ne pouvez développer de l'énergie que si vous savez exactement où vous allez, cette organisation. Oui, avoir beaucoup plus d'acteurs qu'il ne faut peut être un problème, peut causer et forcément créer quelques petites difficultés. Mais l'organisation et de la répartition du développement énergétique au Cameroun n'est pas si mauvais que ça. Il est même meilleur que dans de nombreux pays où les choses vont mieux. On a les producteurs privés. Non, en réalité, dans le secteur,
pour le libéral que je suis, ce n'est que le transport d'énergie qui doit être public. Et il a été, aujourd'hui, ici, c'est la Sonatrel. La Sonatrel est une société nationale. Et on a les distributeurs, ou le distributeur qui est une société privée. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Je dis ceci, et je tiens encore sur ma position de départ. J'ai parlé de manque. Vous comprenez un peu? Ce que M. Vincent a développé, n'est-ce pas, est clair. Je n'en disconviens pas. Mais dans les développements, les différentes causes que j'ai pu comprendre, les causes, n'est-ce pas, qu'il a pu développer ont plus étayé le facteur, n'est-ce pas, qui explique la coupure d'énergie. Pour vous, le facteur, c'est quoi? J'en viens. Or, j'ai dit au départ que je crois que le manque est lié à l'insuffisance. Vous devez voir que si à un moment donné, je prends le cas par exemple des transformateurs, qui claquent peut-être pas à cause d'une irréglementation sur le plan de vue ingénierique, sur le plan de l'installation, n'est-ce pas? Lorsqu'un transformateur, n'est-ce pas, s'est brûlé, il éclaire, première conséquence, la zone couverte est dans le noir. Vous êtes aussi d'accord avec moi que si la zone couverte est dans le noir, ça signifie aussi que, n'est-ce pas, l'énergie qui devait y arriver là-bas, n'est-ce pas, n'y sera plus. Alors qu'il y en avait au départ avant le claquement du transformateur. Donc c'est un manque. Vous comprenez un peu? C'est une insuffisance. Peut-être en résolvant le problème, n'est-ce pas, de l'irréglementation ou alors du fait d'être peu instruit sur les méthodes d'installation, n'est-ce pas, on peut éviter ce problème. En ce moment, ça devient quoi? Le petit manque, ce petit manque à petite échelle est comblé. Vous comprenez un peu? Et si tout le monde, j'en prends dans son sens, n'est-ce pas, peut respecter cela, ça voudra dire qu'à un moment donné, ces coupures peuvent cesser de façon partielle. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que, mais si vous parlez de manque, M. Captu, est-ce que ça veut dire qu'au départ, quand on faisait les conceptions de toutes les infrastructures, on n'avait pas tenu compte de ça? Je voulais poser la question de savoir, dans les années 80, est-ce que cette fréquence criarde était observée? Mais il y a la poussée démographique qui nous oblige à faire des ajustements, peut-être. Moi, je pense que mes deux copanélistes, je crois qu'ils ils présentent les deux faces d'une même médaille. Moi, je pense que, contrairement à ce que dit Vincent, qui dit qu'on peut, comment dirais-je, s'adapter dans la quantité d'énergie que nous avons en ce moment en maximisant un certain nombre de choses sur le plan technique et avoir pas de problème. Moi, je pense quand même que je vais rejoindre le point de vue de M. Captu pour dire que il y a quand même un problème de volume de production. Parce que nous avons une population qui fonce vers les 30 millions d'habitants. On a une puissance installée qui est moins de 2000 kW. On a beau gérer, maximiser, travailler bien les transformateurs et tout ça. Quand vous êtes nombreux autour du gâteau, qu'il y a le gâteau, il y a un petit gâteau à partager. Manifestement, il y aura des gens qui n'auront rien à manger. Moi, je crois qu'il y a un problème de production au départ. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons du peu qu'on a déjà? Et c'est là que je rejoins donc Vincent, que là aussi, on a déjà peu d'énergie à partager. En plus, cette énergie dans le partage ne suit pas tous les canons. Et il y a des compteurs qui sont mal réglés, il y a l'utilisation même que nous faisons de l'énergie dans nos ménages avec... et ça crée donc c'est un mix de problèmes qu'il faut régler. En même temps qu'il faut augmenter la production. Et le Cameroun a l'avantage d'être un pays avec un réseau hydrographique assez... Je crois que le potentiel hydroélectrique du Cameroun, c'est le deuxième, c'est pas moi qui dis, c'est le deuxième en Afrique après la République démocratique du Congo. Donc, un fleuve comme la Sanaga, on n'a même pas encore épuisé son potentiel. Et donc, si on travaille, l'État trouve les moyens pour financer les barrages, on finance l'hydroélectricité, on aura suffisamment... La SND 30 parle de table sur une production d'environ 5000 MW d'ici 2030. C'est bien quelque chose, mais ce n'est rien à côté de ce que nous voulons faire. C'est pratiquement toute la production des grosses centrales, de grands barrages. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers cette solution? C'est-à-dire que, par exemple, EDA... EDA n'est pas un petit barrage, c'est vrai. Disons qu'à l'époque, quand ça... Je vais revenir sur un point. Je crois qu'il faut qu'on regarde les choses de manière comme un énergéticien. Le premier point, je ne voulais pas utiliser des mots techniques et je n'arrive pas à l'expliquer, et donc je vais utiliser le mot la courbe de charge. La courbe de charge, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons 2000 MW à peu près
de capacité de production. Mais seulement, dans la journée, tout le monde est au travail, on n'a pas beaucoup d'industrie. À l'UQAM va prendre 200 MW, d'autres industries vont prendre 100 MW, donc on n'aura besoin que de 300 MW pendant toute la journée. Et le soir, nous tous, on est à la maison, on a les climatiseurs, on aura besoin, mettons, de 1500 MW. Cette courbe de charge a un impact extrêmement important. Et c'est la première chose qu'il va regarder, c'est la courbe de charge. Et que sa courbe de charge ne lui permet pas de pouvoir être capable de vendre optimalement son électricité, il va nécessiter un contrat, par exemple, take-or-pay. Ça veut dire que vous produisez, vous prenez, vous payez. Vous ne prenez pas, vous payez. Donc, in fine, cette électricité va vous revenir beaucoup trop cher. Donc, il y a beaucoup... Si vous venez simplement à nous dire, voilà, il faut améliorer la production et autres, si vous ne regardez pas la courbe de charge, vous allez vous retrouver avec des infrastructures qui reviennent beaucoup trop chères. Et la critique de l'énergie, qui est le prix, la qualité et la disponibilité, ne seront pas respectés parce que vous allez partir complètement de manière divergente. Donc, il est important, je dis, les positions simplistes au niveau énergétique ne passent pas. Et c'est pour cela que quelqu'un qui vient me dire que le Cameroun a des problèmes de production, je lui dis, oui, mais en réalité, ce n'est pas le problème. C'est une partie du problème et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et en plus, je vais vous donner d'autres exemples. Le Cameroun s'est lancé dans les énergies renouvelables. Et nous tous, nous savons que, et c'est là où je vais peut-être revenir avec M. Captieux, nous savons aujourd'hui que la meilleure source pour pouvoir alimenter des gens qui sont dans des zones excentrées et autres, c'est les énergies renouvelables et notamment le solaire. On n'est pas obligé d'avoir une plus grande production, mais d'être capable, avec la production actuelle, de pouvoir la diviser de manière optimale. Ça veut dire que si on a des petites centrales avec des mini-grids dans des petits villages et autres, on va augmenter un taux d'électrification. Et j'en parle encore, et je peux en parler beaucoup plus facilement, c'est qu'aujourd'hui, je coordonne le programme d'accès à l'énergie et le programme d'accès universel à l'énergie au Sénégal. Je travaille avec le ministère du pétrole et des énergies sur ce domaine et c'est moi qui joue le rôle de coordinateur de tout ce qui peut être fait dans ce sens-là. Le développement énergétique, ce n'est pas une question de mégawatts. C'est une question de pourcentage de ceci, de pourcentage de cela et en même temps de coûts et d'argent et autres. Et malheureusement, on a tendance à vouloir régler cela en disant oui, mais il manque de mégawatts. Non, ce n'est pas un problème de mégawatts. Arrêtez, ce n'est même pas un problème finalement technique. Je voudrais poser une question à Vincent. S'il vous plaît. Vincent, nous sommes, je l'appelle Vincent parce qu'on se connaît, je l'ai retrouvé à Vienne en Autriche en 2008 quand il travaillait à l'AEA. Donc on se connaît bien. J'imaginais bien que sur ce plateau, voilà. vous alliez rencontrer Je me permets donc de l'appeler Vincent parce qu'on se connaît. Avec plaisir. Donc, Vincent, on est déjà... On attrape le serpent au milieu pour parler comme dans la forêt. La structure est déjà implantée avec les faiblesses que vous évoquez. Comment on fait là? Parce est-ce qu'on peut se contenter de nos moins de 2000 MW de production alors qu'il y a donc toutes les autres tares que nous avons là? Comment on fait pour optimiser l'utilisation de ces 2000 MW pour ne pas avoir de problèmes? C'est une excellente question. Aujourd'hui, déjà les 2000 MW ne sont pas suffisants puisqu'on a un taux d'évolution qui est de l'ordre de 8%, voire 10%. Ça veut dire que 2000 MW chaque année. 2000 MW aujourd'hui, rajouter, mettons 10% l'année prochaine. Voilà. Et comme nous sommes dans un pays qui a tendance à vouloir se développer industriellement, et on a vu depuis 2020 avec la Covid, il y a de plus en plus de Camerounais qui développent des activités de transformation et autres, donc on aura peut-être même une pente qui sera plus grande. Donc ça veut dire que cette production doit augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dis, j'ai beaucoup de chance d'avoir été là, dans le hit, comme disait un président sud-africain, c'est Mandela. J'ai eu la chance d'être dans le hit dans certains pays, se retrouvant dans cette situation-là. Ils ont utilisé une approche très très simple et très facile à mettre en œuvre. Ça veut dire, il y a déjà, la première des choses, c'est l'analyse de la situation. Où est-ce que nous en sommes? Quels sont les problèmes? Et on prend en considération la totalité des problèmes juridiques, légaux, réglementaires, normatifs, la douane même, on regarde, les finances, on regarde, le support bancaire, on a tout regardé. Même les appels d'offres, comment on gère des appels d'offres.
et tout. On a une société nationale, est-ce qu'on la gère comme ici aujourd'hui où on envoie les représentants des ministères, ou alors on nomme des gens intuitu persona qui représentent d'une certaine manière les ministères, mais qui vont développer leurs compétences et ils ne vont pas sauter parce qu'on les a enlevés de leur position où ils étaient avant. On a tout regardé. Et à partir de cela, il y a eu la partie urgence. Qu'est-ce qui peut être fait? Ça peut être la construction de quelques infrastructures, la construction de ceci, les réseaux électriques et ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie avec une planification bien définie pour régler la totalité des problèmes et autres? Et on regarde les problèmes de manière bien spécifique et bien précise. À partir de cet instant, j'ai vu très simplement dans certains pays, et je peux le nommer par exemple le Sénégal, vous pouvez y aller, il n'y a pas de délaissage, il n'y a pas de coupure depuis 2019. Ceux qui étaient en 2014-2015 savent que ce pays était exactement comme ici. Il n'y a pas de miracle. Ils n'ont absolument pas fait de miracle. Ils ont simplement regardé les problèmes. Ils ont essayé de les soupeser et voir quels sont les problèmes d'urgence, les régler, et quels sont les problèmes qu'on doit régler d'une certaine manière, et chacun étant bien responsabilisé, et avec à la manette le président qui regarde les choses de façon bien claire et qui a besoin d'être informé au jour le jour pour voir ceux qui ne suivent pas de façon convenable l'évolution et le développement des activités. C'est pas compliqué parce que si quelque chose peut se faire en 5 ans, ça veut dire que c'est pas compliqué. Les problèmes compliqués, c'est 20 ans, c'est une génération, voire plus. L'actualité tourne toujours autour de la 44e session de l'Assemblée de la conférence ministérielle de la francophonie. C'est l'une des 3 instances consacrées par la charte de l'Organisation internationale de la francophonie, chargée de se prononcer sur les axes de l'action multilatérale francophone, élaborer et adopter le budget et les autres états financiers, débat des questions liées à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Cette conférence est donc tenue à Yaoundé. On a bien vu la présence de Madame le secrétaire général de l'OIF qui a présidé elle-même le conseil permanent. On va d'ailleurs écouter Madame le secrétaire général Louise Mouchikiwabo. En tant que président, j'ai constaté que les travaux se sont déroulés dans un esprit extrêmement constructif et cela m'a beaucoup aidé dans ma tâche. C'est l'occasion pour moi de remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué avec moi. J'ai essayé de faire passer le message politique dès l'ouverture de cette ministérielle sur l'importance du rôle politique de la francophonie qu'elle assume et qu'elle doit assumer, notamment par rapport aux questions internationales les plus brûlantes. C'est pourquoi le débat à huis clos qui s'est déroulé sur les ruptures démocratiques, je le dis entre guillemets, parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette dénomination, ça a été très productif. J'espère que nous nous sommes tous entendus, oui, mais surtout écoutés. L'origine et la substance de ces coups d'État, il y a des différences. Il y a des différences qui viennent de l'évaluation des contextes, des explications données par les États eux-mêmes. Moi, en tant que secrétaire général, je suis tributaire de la volonté des États sur ces questions-là. Je les réunis, je préside parfois des réunions et je leur demande ce que je fais. Alors, pour le cas du Niger, par exemple, qui a été une situation très compliquée, nous n'avons pas suspendu cette étape parce que nous sommes dans une situation où nous ne savons pas qui gère le pays. Comme c'est la coutume politique de nos textes même fondamentaux qui traitent des questions politiques, même avec la suspension, nous avons décidé en tant qu'organisation de continuer les programmes de coopération qui touchent directement aux populations. Et donc ça continue. Aujourd'hui, nous avons des experts qui travaillent avec la Guinée, par exemple. Nous continuons certains programmes tels que ceux qui sont liés au fond la francophonie avec elle, au Mali et au Burkina.
Ce que les savants appellent le mix énergétique est le meilleur moyen de diversifier les sources d'énergie et de réduire la dépendance aux énergies les plus polluantes. Bien penser son mix énergétique, c'est savoir combiner les moyens de production adaptés et qui se complètent donc. Et dans un article publié par Sylvain Ndjongo, le journal Investir au Cameroun indiquait qu'en collaboration avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, le ministère de l'eau et de l'énergie a entamé en 2021 l'élaboration du plan directeur des énergies renouvelables qui constituera un guide pour la planification des énergies renouvelables et l'atteinte de l'objectif de 25% de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à l'horizon 2035. Cette projection des autorités publiques en matière de mix électrique, poursuit le journal, intervient dans un contexte où le marché des énergies renouvelables est encore embryonnaire au Cameroun. Selon la Banque mondiale, au Cameroun ploie sous la dictature de l'hydroélectricité qui pèse officiellement plus de 60% dans le mix énergétique contre à peine 1% pour le solaire, l'éolien et la biomasse, qui sont aussi des sources d'énergie renouvelable, recelant pourtant beaucoup d'opportunités. Alors, nous avions évoqué la question du nucléaire, la technologie nucléaire. Au vu des problèmes que nous avons, et je voudrais entendre Jean-Pierre Fouba là-dessus, parce qu'il avait commencé à nous dire le nucléaire était à moindre coût. Est-ce que le nucléaire peut intégrer notre système actuel qui existe? Le point de vue que je défends ici, c'est que le Cameroun est un pays béni, comme j'ai commencé à le développer avant, parce que béni par Dieu. Béni par Dieu, nous pouvons tout avoir ici. J'ai parlé de la production de l'énergie à partir de notre réseau hydrographique avec la Sandaga, donc le potentiel n'est pas encore épuisé. Il y a d'autres fleuves, il y a le Thème, il y a le Nyon qui n'est même pas encore, qui est encore tout vierge. Donc encore un potentiel qu'on peut développer sur l'hydroélectricité. Sans forcément passer par le nucléaire. Sans forcément passer par le nucléaire. Compte tenu des problèmes que le nucléaire présente. Les pays qui sont entrés directement dans l'énergie nucléaire, c'est des pays qui n'avaient pas l'avantage que nous avons. C'est-à-dire qu'on peut construire l'hydroélectricité, c'est une énergie propre qui n'a pas de déchets. Donc, on met certainement 4 à 5 ans pour construire un barrage, mais une fois que le barrage est là, si je mets à côté les problèmes que Vincent a développés tout à l'heure, à savoir dans la gestion quand la production est déjà là, mais on peut au moins déjà avoir cette production. Donc je pense qu'on peut. Mais là où je suis un peu inquiet, c'est que nous sommes en plein maintenant dans les changements climatiques. Et vous vous souvenez, c'est vrai qu'avant la construction du barrage de Lompanga, qui est un barrage et réservoir de 6,5 milliards de mètres cubes d'eau, qui a été mis en place pour gérer, réguler la vallée de la Sanaga, pour gérer les barrages qui sont conçus en aval, on avait des problèmes dès que le mois de novembre, dès que la saison sèche arrivait. Et les bailleurs de fonds ont d'ailleurs attiré l'attention de l'État du Cameroun sur les études qui ont été faites sur l'impact environnemental de cet ouvrage. Exactement. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Donc, mais au moins, il a l'avantage d'être là puisque ça nous permet de lâcher de l'eau pendant la saison sèche pour faire tourner les barrages en aval. Et je signalais d'ailleurs que Nartigal, qui est en train d'être mis en ce moment, n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas eu Lompanga. Donc, nous sommes en plein dans les changements climatiques. Et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Si demain, la chaleur est telle que malgré Lompanga, les eaux baissent. C'est à ce niveau-là donc que ma question se pose. Qu'est-ce qu'on ferait si, malgré la multiplication des barrages, on ne peut plus satisfaire le marché? C'est là donc qu'interviendrait le nucléaire, qui lui n'a rien à voir avec l'eau. Et c'est une technologie qui existe. Nous sommes membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 1964. Nous avons une agence nationale de radioprotection au Cameroun. Il y a des ingénieurs camerounais. Voilà Vincent qui est là. Il a dit, nous a assuré tout à l'heure qu'il y en a d'autres. Donc on peut au moins commencer à nous intéresser à ces choses, même si on ne met pas en place une structure de production sur la base du nucléaire maintenant. Je vais signaler que en Afrique,
vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte, vous avez la Libye, vous avez le Ghana et vous avez le Nigeria qui ont mis en place ce qu'on appelle des réacteurs de recherche. C'est-à-dire des mini-centrales nucléaires qui permettent aux ingénieurs de ces pays-là de se faire la main avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Cameroun peut faire ça, tout en construisant ces barrages qui lui donnent de l'énergie tout de suite, mais en se faisant déjà la main dans le nucléaire au cas où, parce qu'on ne sait jamais. C'est une technologie qui existe, et ça c'est le point de vue que moi je défends, qu'on se prépare à ça, même si on ne l'utilise pas tout de suite. Le moment venu, on ne sera pas pris au dépourvu, on pourra l'utiliser parce qu'on se sera habitué à le faire. Moi, monsieur, permettez, monsieur Vincent, voilà. Par rapport à ce sujet, hein, il y a quelque chose que je voudrais franchement mentionner. Nous perdons toujours, notamment, je voudrais dire, ici chez nous au Cameroun, un exemple que je ne peux pas étayer vraiment. Mais je m'arrête au cas du Cameroun. J'ai constaté que quand on parle de barrage hydroélectrique, on oublie son coefficient de pollution. Est-ce que vous savez que quand on produit de l'énergie à partir de l'eau, hein, on regarde la source naturelle qui permet de faire tourner la turbine. Mais je vous rappelle qu'avant que la turbine ne produise de l'électricité, il y a une partie à l'intérieur qui demande de l'énergie immédiate pendant qu'on n'a pas encore produit. Où prend-on cette énergie? Ça vient des costauds groupes électrogènes de grande puissance. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que derrière, il y a des tonnes de fuel qu'on doit utiliser pour permettre au groupe d'alimenter la bobine qui devient aimante pour produire le courant. Ça veut dire que pendant que la masse d'eau est en train de faire tourner, n'est-ce pas, la turbine, elle-même, elle est électrique à cause d'une source secondaire, qui est le groupe, naturellement, qui consomme du fioul, l'énergie fossile. Ça fait une bonne pollution. Deuxième élément, je n'apprends si j'ai encore moins si je vous parle du cas de M. Vincent. Le bâtiment qui porte toute la turbine, elle est faite en sédiment. C'est des tonnages de ciment. Et ça vous permet de constater quoi? Que la centrale hydraulique, elle est polluante au départ et polluante à l'arrivée. Parce qu'il y a des solutions qui semblent très, n'est-ce pas, qui semblent respectueuses de l'environnement, a priori, hein, mais c'est quand vous entrez dans les détails que vous comprenez qu'elle n'en est pas une en fait. Donc finalement, rien ne respecte l'environnement. J'en viens, s'il vous plaît. Je voulais simplement dire quoi? Que si nous devons tenir compte, n'est-ce pas, des solutions, non pas de jeter en bloc une solution, mais de regarder que s'assurer que son facteur de pollution est minimisé à un certain Mais Francis, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Non, j'embrayais. Est-ce que le nucléaire peut intégrer notre système qui existe déjà? Comment? Est-ce que la technologie nucléaire peut intégrer notre système? Notre système? Oui, pourquoi pas. D'accord. Bon. Je suis d'accord. Mais avec un mais, hein. Effectivement, je crois que la conclusion qu'il a utilisée par rapport aux problèmes environnementaux et autres, c'est quelque chose qui doit toujours être analysé de manière optimale. Et à partir de savoir ce qu'on doit faire. Mais je dirais, le diable est souvent dans les détails. Parce que là, on nous dit on fait un plan de développement des énergies renouvelables pour être à 25%. Je vous signale que l'hydraulique, c'est une énergie renouvelable. Pourquoi perdre le temps à faire des plans? Nous sommes déjà à plus de 70-80% des énergies renouvelables. Donc moi, à certains moments, quand on me dit, et je sais que l'INERA, ils font des très bons plans, je dirais même l'outil de planification énergétique qu'ils utilisent, MAED et Message, c'est un des outils sur lesquels je dirais je suis parmi les développeurs d'une certaine manière et les promoteurs, dont je connais exactement, et ça va nous aider à faire des plans des planifications énergétiques appropriées. Moi je dirais, tout ce qu'ils peuvent faire avec nous dans ce domaine, c'est de former, parce qu'ils forment des gens gratuitement, ils nous donnent des outils et autres, et de les utiliser pour voir les choses de manière beaucoup plus grande. Quand vous me parlez des énergies renouvelables à 25%, en réalité, une planification des énergies renouvelables et autres n'a pas vraiment, à mon avis, de sens. C'est une planification générale. Il y a les énergies électriques et les systèmes énergétiques. Le pétrole que nous produisons aujourd'hui doit, avec une partie local content, être utilisé pour la production d'électricité, comme pour les voitures et ainsi de suite, le gaz et ainsi de suite. Donc quand on regarde la planification énergétique, électrique par exemple, et qu'on oublie les sources énergétiques initiales, alors là on se perd. Maintenant, quand on regarde aussi la planification énergétique
même si le plus grand point c'est la technologie, c'est les ressources que nous avons. Et c'est pour cela que le nucléaire peut aussi être une option. On a beaucoup d'eau, on utilise beaucoup d'eau. On a du soleil, on utilise du solaire. On a du gaz, on utilise du gaz. On a du pétrole, on utilise le pétrole. Et on a aussi l'uranium dans ce pays. Pourquoi pas penser à moyen ou long terme le porter d'utiliser cela? Sauf que ça demande beaucoup d'argent à l'investissement quand même. Je vais y revenir. Parce que beaucoup de gens nous disent, oui, mais non, on a déjà beaucoup d'eau, pourquoi faire autre chose? On a plus de pétrole qu'à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ils ont construit récemment 4 centrales nucléaires. Les Saoudiens sont dans la logique. Les Turcs ont du pétrole, ils sont en train de construire des centrales nucléaires. Ça veut dire qu'ils ont analysé, ils ont vu le développement de leur pays et ils se sont dit que pourquoi pas le nucléaire. Et personne ne dit que le nucléaire est bon pour le Cameroun. Celui qui vous le dira est un menteur parce qu'il n'aura pas évalué. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer est-ce que ça peut être un ajout dans notre mix énergétique. Et il faut savoir que c'est minimum à moyen terme, voire à long terme. Donc personne ne peut, nous n'avons même pas la capacité de pouvoir construire une centrale nucléaire ici et régler les délaissages demain. Par contre, dans 20 ans, on n'aura plus besoin de 2000 MW. On sera peut-être à 50 000 MW. Et si on a 50 000 MW, est-ce que nos cours d'eau sont capables de suffire? La réponse est non. Qu'est-ce qui va compléter cela? Est-ce qu'on va utiliser simplement le gaz ou le pétrole et le fuel ou alors le solaire? La réponse est aussi non. Parce que les aspects pollution, les aspects coûts et autres vont nous obliger vers d'autres sources. Moi, je dirais même, pourquoi ne pas réfléchir et commencer à voir, par exemple, l'IRGM, pour commencer à regarder, est-ce que nous n'avons pas ici dans ce pays du charbon? Pourquoi ne pas réfléchir sur le charbon? Parce que nous, les Africains, on est trop omnibulés par ce que les gens viennent nous dire. La Banque mondiale a dit non, non, ça c'est pas intéressant. Irina nous a dit non, ça c'est pas bon pour vous et tout cela. Et nous, en bon suiveur, on est tout le temps là. Oh oui, 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 mais si l'on dit, c'est qu'ils ont raison, non? Mais est-ce qu'on suit quand on regarde les grands pays quand même, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, qui sont dans cette logique du mix énergétique? Pourquoi on ne prendrait pas ce chemin qui peut nous aider à régler un problème que nous avons? Mais je crois que la réponse est dans votre question. Parce que si ces pays-là réussissent, la question ne se pose pas. On devrait simplement essayer de voir comment, à notre petit niveau, parce qu'on n'est pas au même niveau que... Sauf que les institutions financières acceptent financer ce type de projet dans ces pays et refusent dans les nôtres. Monsieur, j'en viens. Je bondis là-dessus. Parce que pour ce que je sais du mix énergétique, je veux prendre ça au plus petit cas mix énergétique pour les ménages. Dans la documentation sur l'océan noir du soleil que j'ai parcouru, en fait, en cette époque, Planète fonctionne encore sous forme de magazine. Ce n'était pas sur les médias comme aujourd'hui. Le mix énergétique, que ce soit pour les pays d'Europe, en Italie, en Allemagne et dans bien d'autres pays, ça a consisté pour les ménages à avoir, n'est-ce pas, une installation solaire. Ça veut dire quoi? On a ces panneaux photovoltaïques sur la toiture, mais qui n'utilisent pas des onduleurs. Ça veut dire qu'avec un contrôleur, on charge ces batteries et ces batteries peuvent être utilisées. On a un compteur pour notre investissement personnel qui est sur la toiture. Maintenant, il y a un autre compteur pour le réseau public national. Maintenant, si le soleil est de bonne qualité, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai produit personnellement, je l'utilise et l'excès, je l'injecte en ligne pour le réseau. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est le réseau que je consomme, n'est-ce pas? Sauf que je vais lui payer après. Et l'inverse est tel que si j'ai produit assez, l'homme du réseau public viendra regarder mon compteur et il me verse des perdièmes. Voilà ce que j'ai vu du mix. Bon, maintenant, quand j'ai fait l'analyse, il en est ressorti que ça a réussi dans ces pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réglementation étatique qui avait allégé la possibilité d'entrer en possession, n'est-ce pas, du matériel pour avoir ce genre de biens, de services. Or, s'il faut parler de mix énergétique et que nous allons rester dans notre contexte camerounais qu'on connaît très bien, mais franchement, je ne sais pas, l'opportunité mix énergétique, panneau photovoltaïque devient un mythe sur papier. Moi, je crois qu'il faut toujours parler par des exemples et nous ne pouvons pas réinventer la roue. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de tricher ceux qui ont fait certaines choses et à partir de ce qu'ils ont fait, voir si nous, on peut les adapter par rapport au contexte camerounais où nous nous prenons pour un continent. Je vais prendre l'exemple d'un pays
comme la Corée du Sud, fin des années 70. On n'est pas dans la même situation, on n'est pas supporté de la même manière, donc ça ne sera pas mis en œuvre de la même manière au Cameroun. Ce pays a comme président le président Park, qui est quelques années après tué par un coup d'État. Sa fille est même devenue aussi président récemment. Elle a aussi sauté d'une certaine manière. Et bien, ce monsieur décide qu'ils vont se lancer dans le nucléaire. Comme ils ont fait avec le TGV et tout, et ils ont acheté la technologie, et aujourd'hui, ils sont concurrents de la France sur le TGV. Ils sont même concurrents sur les centrales nucléaires parce que c'est eux qui ont vendu aux Émiratis et en damant le pion à la France, d'une certaine manière. Donc il décide qu'il va se lancer dans le nucléaire. Il va voir les gens de la Banque mondiale qui lui disent « Mais non, votre PNB est très faible, vous ne pouvez pas, on ne vous apporte pas l'argent. » et autres. Il dit « Bon, merci beaucoup. » Il rentre, il dit « Bon, on lance le programme. » Il a lancé le programme. Il s'en fout de la Banque mondiale, il s'en fout des institutions internationales et autres. Il n'était pas au même niveau d'endettement que le Cameroun, donc nous ne pourrons pas faire exactement la même chose. Nous sommes d'accord. Et il a lancé son programme au risque et péril, et il a utilisé la totalité de son pays pour développer cela. Et il avait des ingénieurs pour. Il n'en avait même pas la totalité, il les a fait former. On pourra parler d'une heure, comment est-ce qu'il a développé la capacité humaine, c'est génial. Et autres, et ça pourrait nous être utile. Ce que je voulais simplement dire, c'est que quand on lance ce genre de programme, on doit utiliser toutes les forces vives du pays et savoir qu'on va arriver au bout. Et en fin de compte, in fine, il s'est arrangé et il a développé les choses de telle manière qu'aujourd'hui, de cette décision qu'on pouvait considérer comme unique par tout le système international, ça est devenu aujourd'hui une opportunité pour ces pays-là qui a récupérer la technologie de la soudure pour faire par exemple les plus grands bateaux du tanker du monde, des voitures, l'électronique aujourd'hui, on est tout ça dans Samsung et autres, tout cela, ça découle de la technologie nucléaire. Donc ça veut dire que, et on n'est pas forcément obligé de suivre ce que les institutions internationales nous disent. Surtout qu'on a tous les mécanismes qui sont là. On a créé un fonds à l'énergie. Le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce que, si on veut de l'argent, financer ce fonds-là, et comment est-ce que, optimalement, ce fonds-là pourra être utilisé pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Moi, je considère, et vous l'avez dit, par rapport aux structures, je dirais, décrétées ou créées, le Cameroun a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est la mise en œuvre de tout cela. J'en venais justement, M. Vincent. Permettez. Parce que dans tout le développement de M. Vincent, ce que moi j'ai noté, n'est-ce pas, c'est que, permettez, pour avoir été vraiment quelqu'un qui a rôdé l'extérieur, il y a une réalité de notre territoire qui est un facteur très important à prendre en compte. Il a parlé du cas du Sénégal, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi. S'ils ont osé par rapport à l'opportunité dont il a parlé, qu'est-ce qui provoquait derrière? Ils n'ont pas pris la peine à la veille d'étudier effectivement quel était leur problème. Et que c'est tombé sur une solution qui nécessite de se lancer avec espoir et optimisme jusqu'à arriver à l'endroit, au résultat dont il parle. Moi, je voulais je ne réponds pas à la question de M. Captier. Je voulais simplement dire que j'étais d'accord avec le précédent développement de Vincent. Il a dit exactement ce que j'ai dit, à savoir que nous ne fermions pas la porte à une source d'énergie, qu'on ne ferme pas la porte. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des pays africains qui ont acquis des mini-centrales de recherche et qui travaillent, ils se font la main, ils forment des ingénieurs sans pour autant produire tout de suite l'énergie à travers le nucléaire. Mais le moment venu, un peu comme la Corée du Sud, le moment venu, ils auront formé des hommes. S'il y a nécessité de s'engager dans la production de l'énergie à travers le nucléaire, ils auront la technologie, ils auront acquis la technologie, ils auront formé les hommes. Moi, je crois que je suis d'accord avec lui, et c'est ce que j'ai dit, on n'a pas besoin de nucléaire maintenant. On a suffisamment, même si, bon, M. Captier vient de nous dire que quelle que soit la forme d'énergie que nous choisissons, il y a toujours le réveil. Il y a toujours quelque chose. Donc, bon, c'est pas grave. Tout est maintenant un problème de taux. Quel est le taux qui est le plus élevé? Quel est le taux le plus bas? Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de ressources en eau, beaucoup de fleuves, beaucoup de potentiel hydroélectrique, utilisant d'abord l'hydroélectrique. Nous sommes un pays avec un très gros ensoleillement
Dernièrement, on a inauguré une centrale nucléaire à Guidé, une centrale solaire à Guidé, une autre à Maroua. Ça a permis que les délestages ont baissé un peu là-bas. Je crois qu'on a injecté 30% de production dans le réseau interconnecté Nord. Je crois qu'on peut faire la même chose dans beaucoup de régions du pays. Donc, on a l'hydroélectricité, on a notre ensoleillement peut nous permettre de faire également du solaire, de faire même du solaire dans les villages. Moi, j'ai été dans beaucoup de villages ici, là. J'ai vu des petits trucs dans des petits villages, juste pour alimenter les villages. Ça, c'est aussi dans le cadre de l'électrification. C'est des choses qu'on peut faire. Et puis maintenant, le moment venu, d'ici 20 ans, si nous n'avons pas la chance que le climat se calme et que l'hydroélectricité ne suffit plus, à ce moment-là, on peut entrer dans le nucléaire en utilisant les autres ressources qui sont disponibles. La Caisse des dépôts et consignations vient de franchir un pas décisif dans son opérationnalisation. Cette structure est le bras séculier de l'État en matière de collecte, de sécurisation et de rentabilisation sur le long terme des ressources oisives. La prestation de serment de 6 porteurs de contraintes appartenant à cet organe au tribunal de grande instance du Fundi, suivi de la signature d'un certain nombre de conventions de transfert de fonds et de partenariats divers, ont marqué cette entrée en matière. Pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, la dynamique ainsi vécue est partie pour durer. Regardons Richard Evina Obam s'exprimer au micro de Luc Bienvenu Onana. La dynamique d'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations, enclenchée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en début d'année, par la nomination des principaux responsables de cette structure, a connu un coup d'accélérateur et nous espérons que c'est quelque chose qui devra durer. Nous avons procédé en rapport avec la juridiction compétente à la prestation de serment des porteurs de contraintes, ce qui veut dire que l'approche concertée qui a été adoptée jusque-là va connaître, oui, sa consolidation, mais aussi un changement pour seuls des acteurs qui ne s'arriment pas à la loi. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire prêter serment à nos porteurs de contraintes pour être en conformité avec les lois et règlements en vigueur, pour permettre à notre structure de rentrer dans ses droits au besoin par le recouvrement forcé. Mais je continue de dire que les concertations vont se poursuivre avec les principaux acteurs, malgré cette nouvelle donne qui implique les porteurs de contraintes. Nous avons accueilli la première compagnie d'assurance qui a rétrocédé à la Caisse de dépôt et consignation les fonds issus des contrats en déshérence. Et c'est une grande première, c'est la première opération de transfert. Je ne vous cache pas le montant, c'est 1,5 milliard que nous avons reçu de cette compagnie et nous espérons que les autres compagnies d'assurance pourront lui emboîter le pas. Nous espérons aussi que les autres acteurs qui restent prudents et réticents jusque-là pourront suivre l'exemple, le caractère citoyen de cette compagnie d'assurance. Quand je parle des autres acteurs, je pense aux acteurs du secteur du système judiciaire, tels que les greffiers, les notaires, les huissiers. Je pense aussi à la communauté des activités portuaires, où il y a beaucoup de cautionnements qui devront être transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Je pense aux banques. Et vous savez, c'est les plus gros porteurs des fonds dévolus à la Caisse des dépôts et consignations, et pour certaines qui font montre de citoyenneté et de civisme. Et là aussi, on saisit cette opportunité pour demander aux autres banques, qui pour certaines sont encore craintives, sont réticentes, d'être rassurées sur le fait que pour le moment les fonds ne seront pas déplacés,
les fonds vont peut-être changer de propriété, c'est des comptes qui seront ouverts au sein des banques même, au nom de la Caisse de dépôt et consignation, ce qui va éviter de déstabiliser les banques. On va peut-être vers la sortie de l'émission. Alors, dans la recherche des solutions actuelles au délestage, au déficit énergétique au Cameroun, vous avez évoqué ça, mais la place du solaire véritablement, est-ce que le solaire peut aider, parce qu'il y a derrière tout ce que nous disons, le processus d'industrialisation prévu dans la SND 30? Le solaire va forcément aider. Mais il faut voir les opportunités, les défis du solaire. Le solaire, c'est une source d'énergie intermittente. Et donc, ça veut dire que c'est une source d'énergie dont on doit optimalement intégrer dans le réseau. Le solaire, ça commence à peu près, je donne comme ça de manière 8 heures jusqu'à 18 heures. Et même pas à charge maximale, c'est à peu près 5 heures de charge maximale par jour, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut intégrer cela à l'intérieur de nos réseaux et autres? Le solaire a quand même aussi un petit handicap, c'est que c'est une source qui varie tellement rapidement qu'à certains moments, ça peut causer de nombreux coûts supplémentaires. Dans certains pays, ils étaient obligés d'avoir des groupes électrogènes qui marchent en parallèle, de telle manière que s'il y a des nuages, que les groupes électrogènes puissent récupérer. Donc ça augmente aussi les coûts. Et maintenant, si on doit mettre des batteries pour pouvoir stabiliser le réseau, là aussi, ça augmente les coûts parce que les batteries, c'est 40% du coût d'investissement qui se rajoute par rapport à l'installation initiale. Donc, moi, et je reviens sur ce que j'ai dit initialement, tout est une question d'étude et de planification. Tant qu'on n'aura pas un mécanisme bien approprié, bien établi, qui permet de regarder tous les problèmes, mais de manière détaillée, et à partir de cela, se positionner, venir avec du solaire, et aujourd'hui, on peut construire 10 centrales ici, ce n'est pas ça qui réglera le problème et autres. Par contre, on peut construire une ou deux, ça règle le problème. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement la problématique et on essaye de régler la problématique. On a tendance souvent, dans nos pays, c'est pas un problème camerounais, à dire, et surtout les investisseurs qui viennent, oui mais je vais vous construire 5 centrales solaires et tout. Oh oui, vous pouvez, vous avez l'argent? Oui, on lui signe tous les contrats, il vous construit 5 centrales et ça ne règle aucun problème. Par contre, si vous avez une bonne planification, quelqu'un qui vient, il vous dit, bon voilà, j'ai 10 milliards, la première chose qu'il vous lui dit, bon voilà, je veux une centrale à Garoua de 20 mégas, une centrale de 10 mégas à Maroua, telle à Kousseri et une à Yaoundé de telle capacité. Et à partir de cela, et quand c'est fait de manière optimale, parce que quand on nous parle de Kikot, c'est parce que c'est des grandes centrales hydrauliques dont le réseau de transport qui va partir de là jusqu'à Douala ou jusqu'à Yaoundé pourra être rentabilisé vu les quantités. Mais si vous devez le faire pour 50 MW ou 30 MW, vous savez ce que coûte 1 km de réseau haute tension de 225 kg? Les prix sont énormes. Donc aujourd'hui, commencer à construire des centrales un peu partout dans le pays, c'est pas ça qui va régler le problème. Ça va même plutôt augmenter les coûts parce qu'il va falloir construire aussi les réseaux qui vont avec pour pouvoir utiliser. Mais réfléchir et savoir exactement la problématique, quels sont les besoins, quelles sont les sociétés industrielles qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Comme on l'a fait à IDEA, la centrale d'IDEA est pour Alucam. Ouais. Donc vous avez 100 mètres pour pouvoir fournir l'utilisateur. Même pas. Ouais. Même vous avez très peu de pertes au niveau du transport d'énergie, très peu d'investissement et toute cette énergie est utilisée. C'est comme ça que nous devons d'une certaine manière évoluer avec une bonne planification énergétique. Et à partir de cet instant, le reste deviendra quelque chose qui sera beaucoup plus simplifié parce qu'on pourra anticiper même par rapport aux décisions qu'on va prendre. Francis, la solution c'est quoi finalement? Ok. Vous avez une solution? Oui, tout à fait. J'en viens. C'est là que je vais Le temps nous tient. D'accord. Ma solution, c'est une solution dans le secteur du renouvelable. C'est une solution de grande autonomie. Dans tout ce que nous avons développé, avec l'expérience de presque 15 ans que j'ai eu dans le solaire, de façon pratique sur chantier, j'ai constaté que le conventionnel dont on parle, panneau solaire globalement connu jusqu'ici, a un problème d'autonomie. Ça veut dire que ce n'est que l'énergie solaire qui a chargé les batteries qu'on utilise. Mais si après maintenant la demande excède ce qu'il y a dans les batteries, on fait quoi? On est encore dans le noir.
C'est pour ça qu'au lendemain de ce constat, j'ai mis au point à l'École nationale supérieure polytechnique l'ordinateur autogène. C'est un appareil électronique comme ça qui permet de produire de l'énergie électrique renouvelable de grande autonomie, n'est-ce pas, à partir des batteries électriques gérées par programme informatique. Donc l'autonomie obtenue, n'est-ce pas, varie de 1 mois à plus de 3 ans sans interruption. Le premier prototype, je l'ai construit en 2020, a fait ses preuves en 2 ans et ça m'a valu par des autorités de l'État aujourd'hui. Et maintenant, cette technologie est basée sur les batteries pas conventionnelles, mais je crois que M. Vincent peut encore mieux nous renseigner parce que c'est celui, notre Magellan de la planète, n'est-ce pas? Lui, c'est les batteries au lithium fer phosphate, le meilleur de la planète aujourd'hui. Et qui ont ce qu'on appelle un cycle qui varie de 2000 à 6500, c'est-à-dire entre 8 ans et 15 ans de durée de vie. L'appareil que j'ai fabriqué permet donc de multiplier la durée de vie des batteries électriques. Et là, maintenant, ça répond aux conditions suivantes. C'est respectueux de l'environnement parce que les batteries au lithium fer phosphate sont sans entretien. Or, deuxième chose, c'est facile à mettre en œuvre. Vous pouvez mettre facilement 5 à 6 MW en œuvre en moins d'1 mois. Et c'est utilisé. Et cette solution maintenant présente l'opportunité, la particularité de pouvoir l'ordinateur autogène. Il peut recharger, faire l'auto-recharge des batteries sans avoir besoin de sources d'énergie électrique extérieure. Ça fait beaucoup de doutes, mais pendant la sélection de l'un des prix du Fonds Proto 2022, j'ai été vraiment secoué, mais j'ai démontré, et c'était pratique, on a vu. On souhaite que cette solution... Est-ce que je pourrais rajouter quelque rapidement chose? Je crois que quand on parle de problèmes technologiques, c'est très important et la plupart du temps, je suis très heureux et très fier quand je vois des jeunes Camerounais, parce qu'il est plus jeune que moi, se battre sur des problèmes technologiques. Et moi, je dis la clé. Effectivement, il a parlé des batteries lithium. Les batteries lithium aujourd'hui, c'est les meilleures batteries qui existent. C'est les batteries qui peuvent aller même jusqu'à 8000 cycles. Et effectivement, on est dans les 10-15 ans de vie. Le problème, c'est que comment ces batteries sont fabriquées? Quels sont les matériaux qui fabriquent les batteries lithium? C'est des matériaux qu'on retrouve ici. Mais pourquoi aucun pays africain ne veut fabriquer des batteries lithium? C'est les Chinois qui prennent ces matériaux, c'est eux qui sont le numéro 1 aujourd'hui pour la fabrication des batteries lithium et autres, et personne de nous ne s'en offusque. Et on est tout le temps en train de suivre, on est très fiers d'aller acheter des batteries parce qu'on n'a aucune stratégie, et ça rentre dans la planification, aucune stratégie industrielle qui va dire on va s'accaparer de certaines technologies. Et c'est, je dirais, c'est un des points. Et si on pourrait retenir quelque chose ici de cette discussion que nous avons eue, en plus de la planification et autres, qui est la clé, parce que là ça ne se discute pas la stratégie, il y a la vision des boss, et puis la stratégie qui doit suivre pour pouvoir atteindre cette vision-là. Si on pourrait prendre quelque chose aujourd'hui, c'est comment est-ce que les pays africains vont s'accaparer des technologies. Et pas toutes les technologies qui peuvent nous aider à pouvoir nous développer d'une certaine manière. Et tant qu'on ne l'aura pas fait, on parlera peu, on parlera toujours de la réduction de la pauvreté, ou de parler du développement, et surtout, ou de parler, parce que pour nous aujourd'hui, on doit voir grand en se disant, on veut être comme les autres, et on peut y arriver, et y croire, et à partir de cela, se lancer. La presse a fait écho de cette nouvelle, et je pose la question à vous trois, Jean-Pierre Foulah d'abord. Alors un peu comme le président Ouad en 2001 au Sénégal avec la société Sénélec, on est arrivé à la renationalisation de cette entreprise-là. On évoque la même situation pour notre société nationale. Ça peut être une solution de l'État aussi? Si nous gérons, si nous savons tirer les leçons, parce que les mêmes bailleurs de fonds qui sont venus il y a 30 ans nous dire que nous sommes des mauvais gestionnaires qu'on vende, je suis à peu près sûr, je ne connais pas très bien le dossier, je suis à peu près sûr que c'est les mêmes qui viennent nous dire aujourd'hui renationaliser. Donc je crois qu'il faut que nous-mêmes, on regarde, un peu comme Vincent dit là, qu'on s'approprie les problèmes qui se posent à notre réalité. Si on a besoin de formation, qu'on forme les gens. Si on a besoin de taper le pied dans la fourmilière pour décider de fabriquer nous-mêmes, je vois si un jeune à côté de moi qui nous parle des choses qu'il a fabriquées ici. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas fabriquer des batteries au lithium? Le lithium est dans notre sous-sol. Maintenant, tout est volonté politique.
tout est une question de volonté politique. On décide de couper. Les Coréens, quand les Coréens ont décidé de faire dans le nucléaire, on les a découragés à Washington. Le président Park Chung-hee est rentré, il a dit, lancez-moi le programme. On voit les résultats aujourd'hui. Donc moi je pense que tout est volonté. Nous avons un sous-sol qui est gâté en toutes les matières premières. Un peu comme je parlais de l'hydroélectricité tout à l'heure. Le potentiel est là. Mais maintenant, il faut ajouter la technologie. Le fait que nous utilisions ce que nous avons ne doit pas nous fermer la porte à l'acquisition des moteurs et des méthodes modernes qui ont fait leur preuve ailleurs. Comme ça, on aura tout. On a les matières premières, on a la formation, on a la technologie, et puis on va résoudre nos problèmes nous-mêmes. Oui, monsieur, j'ai ajouté, cette solution-ci. L'un de ses plus grands avantages, on a parlé tout à l'heure dans le développement de M. Vincent, bon, on parlait par exemple dans le secteur du renouvelable, n'est-ce pas, la capacité à pouvoir doter toutes les structures, n'est-ce pas, de leur petite quantité d'énergie sans chercher à se vouloir construire absolument une grande centrale. Alors, attendez-moi sur la renationalisation des néo, est-ce que ça peut être une solution de lestage? Tout à fait, parfaitement, parce que ça répond, n'est-ce pas, à la décentralisation des centrales, des sources d'énergie. Ça fait que puisque c'est facilement transportable et facile à déployer, on peut construire ça selon le besoin de n'importe quelle structure. En quelques secondes, Vincent, la renationalisation de notre entreprise de distribution, ça peut marcher? Je suis, comme tout scientifique et tout physicien, je suis toujours sceptique. Très sceptique. Non, pas sceptique, j'ai beaucoup de doutes sur tout ce qui peut être fait. Donc la plupart du temps, je pars toujours sur la base qu'il faut analyser la situation et le faire. Maintenant, le Sénégal a renationalisé, vous l'avez dit, dans les années 2000. Est-ce que leur société électrique marche bien ou non? La réponse, elle marche mieux que quand elle était privée. Donc ça veut dire que ça peut être une solution. Mais une solution, c'est par rapport au contexte, par rapport à un certain nombre de choses et par rapport à l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, le mécanisme qui est en train d'être mis en place, et je rejoins le doute de mon copanéliste qui dit, ben voilà, ceux qui nous ont dit privatiser, nous reviennent maintenant nous dire nationaliser. Est-ce qu'il n'y a pas un hic quelque part? Et moi, ce que je voudrais dire, c'est réfléchissons, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un hic quelque part? Est-ce que nous n'allons pas racheter une société à prix d'or qu'on ne devrait pas, et puis dans 2 jours, on va se retrouver dans des difficultés énormes qu'on n'avait pas prévues, parce que tous ceux qui sont passés, les concessionnaires et autres, n'ont pas investi comme il le fallait, n'ont pas fait un certain nombre de choses, et on nous vend un outil, et cet outil-là est complètement obsolète. Donc moi je dirais, analysons, regardons, et voyons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je connais, il y a même des Camerounais, parce que quand vous parlez des années 2000, il y a des Camerounais, surtout dans le domaine financier, je ne citerai pas les noms, mais je pourrais, qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre dans le développement de ce processus au Sénégal et qui sont ici. Il y a des gens aujourd'hui qui, dans ces pays-là, ont travaillé, dont certains travaillent avec moi et autres dans beaucoup d'autres projets, qui sont capables, parce que c'est des problèmes d'expérience, et qui sont pas capables de partager cette expérience-là, moyennant un paiement, bien sûr, c'est pas gratuit, et pouvoir accompagner le pays d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aider à ce que les décisions soient optimum. Je vous dis, dans chaque point sur lequel nous avons discuté, il est nécessaire d'avoir une analyse. Et cette analyse va sur la base de la connaissance de la situation. Et tant qu'on n'a pas cette connaissance de la situation, notre analyse peut être biaisée. Et si c'est bien fait, nous réussirons. C'est vrai, je note que Vincent va beaucoup être utile au pays. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Ça a été un plaisir de vous écouter sur un sujet qui nous concerne tous. Les coupures intempestives d'électricité à la maison, que ce soit pour les ménages, les simples ménages, que pour les industries, ça nous coûte cher. Merci pour ces éclairages. Merci de nous avoir permis de dissiper les malentendus autour de la technologie nucléaire. Merci à Vincent qui a accepté, malgré son calendrier assez difficile, d'être avec nous. Merci à vous également, Francis, Jean-Pierre, c'est toujours un plaisir de revenir. Je serai là quand vous allez encore m'appeler. Merci à vous qui prennent la peine de nous regarder et bonne suite des programmes sur la CRTV.
Bienvenue à cette session de réflexion et d'échange autour des matinées nationales de prière au Cameroun National Prayer Breakfast, 14e édition, tenue ce mi-novembre 2023 à Yaoundé, avec pour axe de méditation des vases d'honneur pour un Cameroun meilleur. Pour en parler, j'ai autour de moi des hommes de foi et de science, un père, une mère et un oncle. La mère, c'est Dr Christiane Azaba Aboto, elle est philosophe et chargée de cours à l'Université de Yaoundé 1. L'oncle, c'est le révérend Dr Jean Libamliliken, il est le président de la Cameroun National Prayer Breakfast. Et le père, c'est Father Antoine Roger Evouna, recteur du sanctuaire marial de Simalène, près de Yaoundé. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Alors, mon oncle, je commence par vous. Les vases d'honneur pour cette édition, bien évidemment, c'est l'axe de méditation. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de comment s'est passée cette 14e édition dans les déclinaisons ou alors les articulations que vous avez choisi de vivre? Merci bien. C'était une semaine très riche et nous croyons que Dieu nous en donnera encore dans l'avenir pour servir à son honneur. Nous avons eu une marche de prière dans les artères de Yaoundé. On a convoqué 1000 personnes à marcher, habillées tous en jaune et avec des stations d'arrêt pour prier. Et la chose qui est motive, c'est là, c'est les enfants d'Israël ont fait tomber les murs de Jéricho par leur louange, par leur prière. Et nous croyons qu'en marchant sur les artères de Yaoundé, où d'autres pieds foulent avec des intentions qui sont un peu différentes des nôtres, nous pouvons faire tomber les forteresses. Nous avons eu des étrangers venus des États-Unis, de l'Ouganda et d'Afrique du Sud, qui ont visité quelques-unes de nos églises. Et lundi et mardi, qui suivaient ce samedi de la Grande Marche, nous avons eu un séminaire sur le modèle missionnel de l'Église avec une soixantaine de chefs d'Église et de présidents de plateformes chrétiennes. Et nous avons eu une prière au Parlement, et puisque c'est eux qui font les lois, il faut que ces lois soient gouvernées par cette parole qui dit un seul est législateur, et c'est Dieu. Et nous avons eu la prière qui est la grande manifestation de Hilton Hotel, et qui clôture toujours nos activités, la Prayer Breakfast. Merci infiniment. Alors, vase d'honneur pour un Cameroun meilleur. Les vases d'honneur, qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est une invite pour les Camerounais, comme pour tous les autres fidèles, à devenir des êtres d'exception et qui mettent la parole de Dieu au cœur de leur vie. Notre reporter Serge Adanabisso a quand même travaillé sur ce sujet. Je vous propose d'écouter. Des vases d'honneur pour un Cameroun meilleur. Sacré challenge. Un brin prétentieux aux yeux de ceux qui observent de loin la croisade Cameroun National Prayer Breakfast depuis maintenant 14 éditions. Cette année encore, ces priants, toutes obédiences confondues, vont à l'assaut d'une nation camerounaise flétrie de toutes parts. Leur cap et leur épée, c'est la foi en Dieu. Le chantier 2023, briller comme pas deux, faire montre d'honneur au milieu des autres, et peut-être ainsi susciter que les choses bougent comme un monde meilleur. Dans les maisons, généralement, il y a certains plats, certains ustensiles, certains verres que le propriétaire de la maison a achetés et qu'il utilise difficilement. Il les utilise simplement quand les grands invités arrivent. Il les considère comme les vases d'honneur. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons être pour cette nation ce genre de vase, ce genre de citoyen qu'on appelle, qu'on consulte quand il y a quelque chose et qui donne un avis vraiment dont on tient compte. Donc les vases d'honneur, ce ne sont pas les vases qui sont à l'utilisation vile, qu'on peut servir, tout donner à n'importe qui lorsqu'il arrive, que les enfants peuvent pousser avec les pieds, non. Et de la même façon, un citoyen qui est un vase d'honneur, c'est un citoyen qui n'est pas n'importe qui, qu'on ne peut pas voir dans un certain nombre de comportements. Si chaque Camerounais s'engage véritablement à suivre le code recommandé par la parole de Dieu, si chaque Camerounais décide de vivre dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté,
il est clair que chacun va chercher à vivre une vie qui honore Dieu et naturellement qui respecte les règles, les normes les lois de la République. C'est dans ces rangs aussi qu'il faut recruter les fameux vases d'honneur. Ils ne sont pas forcément détenteurs d'un mandat du peuple, d'une parcelle du pouvoir d'État. Ils n'en sont pas moins concernés, choqués même par les chiffres. Les 4,5 milliards de préjudices financiers que le pays a subis en 2022 du fait de corruptions diverses par des compatriotes. Ils ou elles sont certainement aussi quelques-uns parmi les 7061 courageux qui ont osé agir en dénonçant leur bourreau à la CONAC en 2022. Le Camerounais ordinaire est cet anonyme dont l'enfant a peut-être été exclu ou suspendu des universités pour fraude ou tricherie. 121 selon le récent rapport, toujours CONAC. Corrompu, corrupteur, détournement, pratique du pourcentage, faux et usage du faux, perception indue de salaire et rétribution, mauvaise gestion, monnayage des prestations, fraudes diverses, abus de confiance, prostitution de la jeunesse. La liste des pratiques est longue, comme un jour sans pain. L'entreprise visionnaire d'un tissu social meilleur semble ainsi plus proche du mirage que d'autres choses. Demander aux uns et aux autres de s'engager véritablement dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne. Et si les gens sont véritablement engagés, ils vont changer et ça va faire la différence. Justement, en passant par la communication, qui est même, je pense, la première activité sur Terre, hein, c'est la communication, tout ce qu'on peut faire. Et même avec son corps, et nous passons par l'hypnose, mais d'une autre manière, dans l'enseignement, les enseignements, y compris les prières. Qui souffle partout. Il fallait peut-être simplement y penser et agir à la suite de l'exhortation du président Biya. Dénoncer, dénonçons est déjà un pas. 6705 en 2021, 7061 en 2022. Une grosse progression. 18 hauts responsables ont été sanctionnés par la suite et de ce fait devant le Conseil de discipline budgétaire. C'est peut-être aussi parce qu'il existe désormais une clinique anticorruption à Douala, plus d'administration d'accord pour veiller au grain commun, que nos rapides mesquines n'ont pu se saisir que d'un peu plus de 4 milliards l'année écoulée. En 2021, foi de la CONAC, l'État avait perdu 43 milliards. C'est une vie de challenge. C'est une vie de référence. Il faut avoir un modèle. Il faut avoir une référence. Et nous sommes justement avec les interpellations simplement morales, humainement morales. Les mœurs aujourd'hui, ni la religion, ni nos cultures n'autorisent un certain nombre de comportements. Aussi bien dans les écoles que dans la rue. Il faut bien pouvoir se distinguer. Et c'est un challenge. C'est un engagement qui doit se soutenir. Ce n'est pas ponctuel, c'est continu. If you have God as the person who has to judge you, si tu reconnais Dieu comme celui qui va te juger, tu dois fonctionner selon ses principes. Dans ce cas, tu ne devras pas faire ce qui va à l'encontre de sa volonté. La corruption ne devrait pas t'approcher car tu dois rester pur. C'est à ce moment-là que la notion de vase d'honneur a sa place.
à regarder les personnes que nous rencontrons, on ne peut pas reconnaître tout de suite celle qui est vase d'honneur. Mais maintenant, il faut entrer dans la vie de la personne pour comprendre son histoire, sa relation avec son Créateur. Parce que c'est le Créateur, Dieu qui nous a envoyés sur terre, qui veut de nous des vases d'honneur et qui fait de nous des vases d'honneur. Si j'accepte de faire ce qu'il demande, selon ce qui est écrit dans sa parole, à ce moment-là, je deviens vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est être un modèle. Un modèle pour sa famille, pour la société, pour l'Église en général. Mon père, c'est